propose de découvrir la nature qui va rencontrer l'art. Les sentiers de l'été nous emmèneront en Lozère avec des sculptures en liberté à Altier. Mais tout de suite, et pour notre dossier de l'été, eh bien, nous allons parler de ce qui se passe bien sûr dans l'Aude avec cet axe que je vous propose. La France a-t-elle les moyens de faire face aux incendies? Et quand on dit la France, il y a évidemment tout ce qui se passe avec les Canadair, avec tout ce qui est flotte pour pouvoir les combattre, mais aussi nous en tant que particuliers, est-ce que l'on peut aussi faire face aux incendies et peut-être en prévention? On en parlera parce qu'on aura également le directeur de l'agence de l'ONF, donc des forêts, et responsable prévention de la Massif, Madame Jeanvrin, qui seront avec nous en deuxième partie de rendez-vous. Mais tout de suite, dans l'Aude, vous le savez, ce feu n'est toujours pas fixé, on en parle et c'est sur Sud Radio, dans les routes de l'été. Sud Radio, le dossier de l'été. Clément Barguin, les dégâts sont considérables. C'est le plus gros incendie du 21e siècle. Oui, au moins 16 000 hectares de végétation et de pinèdes sont partis en fumée depuis mardi après-midi. Pour vous donner une idée, c'est plus que la surface de Paris. Alors le feu a diminué dans sa progression, mais le combat continue. Les pompiers espèrent pouvoir le fixer dans la journée. Plus de 2000 soldats du feu et 500 engins sont toujours mobilisés dans l'Aude. Incendie qui a fait au moins un mort selon le dernier bilan de la préfecture. Une femme de 65 ans qui a refusé d'évacuer son domicile. 3 personnes sont toujours signalées disparues par leurs proches. Il y a également 2 blessés civils, dont un grièvement, et on compte 11 blessés chez les sapeurs-pompiers. Les dégâts sont considérables. Paysage de désolation dans de nombreuses communes. 36 habitations brûlées ou directement impactées. Beaucoup de terres agricoles également. Ce matin sur Sud Radio, Olivier Verdal, vigneron à Saint-Laurent de la Cabreris, témoignait sur notre antenne. Je peux vous dire qu'à 15 jours de la vendange, là je suis sur une parcelle de carignan où il y a 50 arts de carignan que mon grand-père avait planté. Je peux vous dire qu'il y a 20 souches qui restent qui sont vertes. Voilà. C'est un massacre, c'est une désolation, c'est un massacre. C'est un massacre d'autant plus économique. Je ne sais pas comment on va se relever de ça, surtout qu'on vient de passer 4 ans de petites récoltes, de très petites récoltes où la sécheresse nous a pris. Voilà les vignerons qui demandent le soutien de l'État. La ministre de l'Agriculture se rendra sur place la semaine prochaine. Au niveau de l'enquête, les investigations se poursuivent. L'origine du foyer a été identifiée. Reste à comprendre les circonstances de cet incident. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Merci beaucoup Clément Barguin. Clément Barguin. La France est-elle vraiment armée pour faire face à ces feux d'ampleur? On en parle dans notre dossier d'été sur Sud Radio, dans les routes de l'été. Je vais déjà vous proposer d'intervenir au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, Manu vous accueille au standard ou sur la page Facebook de Sud Radio. On va accueillir pour commencer ce sujet Sophie Pantel, qui est députée de Lozère, co-rapportrice d'un rapport parlementaire tout juste publié au mois de juillet dernier sur la maintenance et le renouvellement des moyens aériens de la sécurité civile. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Bonjour Madame Pantel. Pourquoi ce rapport a été fait et vous a été commandé ? Alors ce rapport, c'était une demande de mon groupe, c'est dans le cadre des droits de tirage que l'on a, pour pouvoir rédiger des rapports dans le cadre du printemps de l'évaluation, puisque avec mon collègue Damien Maudet, nous sommes co-rapporteurs du budget sécurité civile. Que vous disent les pompiers, puisqu'on parle aussi d'actualité, vous les avez eus sur le terrain dernièrement, vous ? Oui, moi je connais ceux qui sont partis en renfort. En fait, moi je voulais vraiment avoir une pensée pour ces hommes et ces femmes qui luttent au quotidien, une pensée pour la victime, ses proches, et puis tous ceux qui se mobilisent. Et vous avez parlé tout à l'heure de la question de la résilience de la population, et je pense que c'est un sujet pour l'avenir. Et une pensée aussi, je m'accorde avec vous, pour tous nos amis agriculteurs et vignerons et tous ceux qui ont tout perdu, quoi qu'il en soit. Ouais, tous ceux qui sont victimes. Ouais. On va parler de l'état actuel de la flotte française. Est-ce, à votre avis, suffisant? Combien d'aéronefs avons-nous actuellement en tout? Nous, aujourd'hui, la flotte nationale, c'est 60 aéronefs. En fait, on a une flotte qui est dimensionnée pour répondre aux départements du sud de la France, du pourtour méditerranéen.
Et aujourd'hui, avec une augmentation de 2 degrés entre 1900 et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement climatique. Je le dis, il y en a encore qui sont sceptiques, mais bon, c'est une réalité. Et donc, par exemple, en 2022, ce sont 90 départements qui ont été concernés par les incendies. Alors, sont pas tous des incendies avec la même intensité, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le territoire national pourra être concerné. Et donc, il faut non seulement renouveler la flotte, mais il faut pouvoir amplifier les efforts et s'inscrire aussi dans une démarche de solidarité et complémentarité avec la flotte de l'Union européenne. Qui a réagi, je crois, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, au niveau de l'Union européenne, il y a une stratégie de prévention des risques qui a été adoptée là récemment. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été inscrits aussi, et on a ce qu'on appelle le programme Rescue, et qui permet en fait cette solidarité entre les États membres, puisque la Commission européenne finance des appareils aux États membres qui sont candidats, mais évidemment ces appareils sont réquisitionnés si l'un des États membres en a besoin, et la Commission européenne peut récupérer ces appareils. C'est pour ça qu'il est aussi important de pouvoir conserver une flotte nationale suffisamment dimensionnée. Aujourd'hui, on sait qu'on parle des Canadair en particulier. Il y en a 12 sur le département de l'Aude. À votre avis, c'est suffisant? Plus les Dash, entre autres, mais... Alors aujourd'hui, on est dimensionné pour répondre aux feux du sud de la France. On a 12 Canadair en effet, avec 2 qui sont en commande qui devront arriver en 2028. On peut dire que c'est peut-être sur ce type d'aéronef sur lequel on a du retard. Sur les Dash, il y en a 8, il y en a 6 qui ont déjà été renouvelés. Et sur les hélicos, on en avait 36. Aujourd'hui, on est à 37 puisqu'il y a eu une commande en 2023 de 40 hélicos qui servent aussi bien à la sécurité civile, donc secours aux personnes, que pour la lutte contre les incendies. Donc 2028, ce qui est relativement proche, 2028-2029 au plus tard, les 40 auront été renouvelés. On a un dispositif 2028, ça vous paraît tard, ou parce que là on est quand même sur une flotte assez vieillissante, non? Est-ce qu'on a un problème? On a une flotte qui vieillit, mais les Canadair, ce sont des avions solides. Le fait que la flotte vieillisse, ça implique en fait une maintenance, un coût sur la maintenance qui est évidemment chaque année de plus en plus élevé, et avec parfois l'obligation en fait de louer des appareils. Aujourd'hui, l'État français a 2 contrats et peut louer jusqu'à 16 appareils supplémentaires. Donc on a les 60 en flotte nationale, et nous pouvons en louer 16 de plus. Mais lorsque en fait le climat change, les besoins sont les mêmes partout, et donc ça veut dire que petit à petit en fait on aura aussi des tensions sur la location. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est puisqu'on a pris un peu de retard sur le renouvellement des Canadair, réorientons finalement les moyens financiers pour soutenir une filière française, retrouver de la souveraineté sur la flotte aérienne, en particulier sur les bombardiers d'eau, d'autant plus qu'on a des entreprises françaises qui avancent bien et qui seraient en mesure, avant 2030, de proposer les premiers bombardiers d'eau. Oui, parce que Sophie Pantel, vous qui êtes députée socialiste de Lozère et co-rapportrice du rapport parlementaire sur la maintenance des Canadair, vous proposez de sortir de la dépendance, entre autres, à une entreprise canadienne qui est Havilland. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule entreprise dans le monde qui s'appelle De Havilland, qui est donc située au Canada, comme vous venez de l'indiquer, qui est dans une situation de monopole. Et donc, en 2022, lorsque le président de la République a annoncé le renouvellement, en fait, l'achat de 16 Canadair, le renouvellement de 12 plus 4, en fait, entre le moment où ça a été annoncé et le moment où la Commission européenne a négocié, il a fallu trouver d'autres États membres qui soient partenaires, puisque sinon De Havilland n'acceptait pas de relancer la chaîne de fabrication. Et puis ça a été 2 années très longues de discussion, parce que tous les pays de l'Union européenne en fait n'avaient pas forcément les mêmes besoins ou la même vision sur les équipements qui devaient être demandés pour chaque appareil. Voilà, donc c'est vraiment important. Je pense que quand on a connu la période Covid,
quand on voit les méga-feux sur le continent américain, on n'est pas à l'abri. Voilà, qu'en cas de pénurie ou de manque d'appareils, la priorité, je pense pas que ce soit l'Europe qui soit une priorité à ce moment-là, et ces appareils après pourraient aller uniquement ou en priorité sur le continent américain. Donc il faut vraiment retrouver une souveraineté nationale et s'inscrire aussi pleinement dans le cadre du programme de l'Union européenne. Parce que quand on a des méga-feux, on a besoin de la solidarité pour tous. Et puis là, on est complètement dans le vif du sujet, malheureusement. D'ailleurs, les méga-feux européens, on parle de l'Aude parce que c'est quand même historiquement l'un des feux les plus incroyables et les plus dramatiques qui existent. Mais ça coûte combien un Canadair? Est-ce qu'on a, alors que par exemple la France est déficitaire en ce moment, les moyens réels de pouvoir réinvestir dans des usines qui feront des Canadair en France, par exemple, ou en Europe, pour être plus près? Et est-ce qu'on en a les moyens financiers? Parce que ça coûte très cher, un Canadair. Alors, quand on achète un appareil à Havilland, en plus du coût de l'appareil, il faut rajouter évidemment tous les équipements pour que ça puisse fonctionner, et il faut rajouter des droits de douane. C'est un autre petit sujet très actuel. Très actuel. Voilà. Et quand on rajoute le tout cumulé, on arrive à peu près à 60 millions d'euros. Voilà. Donc moi je pense qu'en France on peut être en capacité à produire en plus pour moins cher, mais en tout cas on a une très belle filière industrielle aéronautique. En France, on a plusieurs entreprises, une qui s'installe là dans les Bouches-du-Rhône et qui est vraiment en capacité de fournir un bombardier d'eau avant 2030. Et de l'autre côté, pour patienter, il faut utiliser le rétrofit, c'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser des appareils qui sont déjà là et on va les équiper avec, par exemple, un kit de largage. Ce sont des appareils qui servent aujourd'hui à faire du fret, voire du transport, voire des avions militaires comme le A400M que l'on voit, qu'on a vu encore à Mayotte récemment, enfin sur tous les gros événements. Et il y a eu des tests pour pouvoir rajouter des kits de largage qui sont plutôt satisfaisants, même si aujourd'hui tout ça n'est pas homologué ni validé, mais on voit qu'on a des pistes pour permettre de patienter. Alors évidemment, pour le moment, avec un coût de maintenance important pour les Canadair, d'autant plus que les Canadair, il y a souvent un problème d'érosion. Vous savez que ce sont des avions amphibiens, c'est-à-dire des avions qui peuvent écoper sans être obligés en fait de se poser au sol. Mais ces avions avaient été faits pour les grands lacs canadiens. Et donc quand ils écopent en mer, on a les problèmes de corrosion que l'on connaît. Il y a Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio qui dit voilà, l'aéronautique chez nous et en Europe se porte plutôt bien. Il faut construire chez nous. D'ailleurs, il faut construire chez nous. Je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire précédemment, c'est-à-dire que tout ce qui est la possibilité de rétrofiter d'autres bâtiments de l'armée, etc. Mais on a un problème de longueur administrative. Vous dites c'est pas homologué, etc. À quel moment on pourrait pas un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire accélérer ce type de choses? Mais ça se fait déjà sur un appareil qui s'appelle l'ATR. Ça se fait déjà, le rétrofit se fait déjà. Oui, ça je suis d'accord. Il y a déjà des appareils. Sophie, je suis d'accord, mais vous dites il n'est pas encore homologué, donc ça veut dire que pour l'instant il peut pas faire. Non, là il y a eu au printemps, il y a eu parce que je vous ai cité le A400M. Donc sur l'A400M, il y a eu des premiers tests qui se sont très bien passés. Là, il devait y en avoir une deuxième série de tests avec des quantités plus importantes d'eau. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut pas non plus se précipiter. Il faut pouvoir vraiment assurer la sécurité, à commencer des pilotes, mais aussi de la population. Et voilà. Mais il y a déjà des solutions de rétrofitage qui sont possibles. Après, l'actualité, la réalité, le changement climatique nous rattrape. Il va beaucoup plus vite que nous. Quand on voit les feux qui prennent partout, y compris qui deviennent de plus en plus extraordinaires, dans le sens extraordinaire, pas dans le sens positif du mot. C'est vrai qu'il faut bouger très vite maintenant. On n'a plus le temps d'attendre, entre guillemets. Mais en tout cas, c'était le sens de nos deux rapports, aussi bien au moment du vote du budget l'année dernière que ce rapport dans le cadre du printemps de l'évaluation que le groupe socialiste a demandé. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de préparer la population. Et par exemple, il peut y avoir des réserves communales citoyennes qui peuvent du coup venir en renfort des sapeurs-pompiers, notamment sur la logistique, pour prévenir, anticiper. Il y a des nettoyages à faire. Il va quand même falloir aussi qu'il
qu'il y ait une législation, en tout cas une réglementation qui soit appliquée parfois avec un peu plus de discernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut plus faire, et puis on se rend compte que lorsque il y a moins d'agriculteurs, lorsqu'on a moins de coupe-feu, c'est aussi on donne à manger au feu, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis vous avez les plans communaux aussi qui peuvent être mis en place. Il faut anticiper ces situations pour que chacun, au moment de la crise, puisse être le plus efficient et efficace. Merci beaucoup d'être intervenue, Sophie Pantel, députée socialiste de Lozère, co-rapportrice du rapport. Si je peux me permettre, bien sûr. Et aussi peut-être réapprendre, répéter à chacun, on jette pas une cigarette, on fait pas un barbecue dans la forêt, enfin des choses qui nous paraissaient il y a quelques années mais tellement évidentes, et aujourd'hui on a l'impression qu'il faut réapprendre aux uns et aux autres aussi à vivre à côté de la nature, puisque la plupart des départs de feu sont dus à l'humain, même si le réchauffement climatique accélère les choses. 9 feux sur 10 sont liés à la main humaine, même si quelquefois elle n'est pas consciente. Ce n'est pas fait de façon, je sais plus comment on dit, coupable entre guillemets. Merci en tout cas, vous m'avez offert volontaire. Merci. Vous m'avez offert la transition parfaite, Sophie Pantel, car juste après vous, on va parler de tous les gestes à adopter, prévention, forêt, gestes à adopter. Est-ce que l'on peut nous aussi essayer d'éviter et de préparer, de ne pas passer à l'irréparable? Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Pantel, députée socialiste de Lozère, co-rapportrice du rapport parlementaire sur la maintenance des canadaires que vous trouvez sur le site du Sénat. À tout de suite pour la suite de notre rendez-vous. Dossier de l'été. Et on continue sur ce sujet. La France a-t-elle les moyens de faire face aux incendies? On a fait un point sur les canadaires il y a de cela quelques instants avec Sophie Pantel, qui a commis avec un de ses collègues un rapport parlementaire sur la maintenance des canadaires et qui demande à ce que l'on puisse retrouver en France la construction de nos canadaires. Ça, c'est quand même aussi très important. Et puis maintenant, on va passer à nous. Oui, vous qui nous écoutez, et moi, c'est-à-dire nous, les Français, comment on peut faire face aussi aux incendies? Est-ce qu'on en a les moyens? Alors il y a l'ONF, bien sûr, l'Office national des forêts. On verra en deuxième partie aussi avec Marie-Pierre Jeanvrin les bons gestes à adopter chez nous, parce qu'on voit bien que le feu maintenant, avec la sécheresse, le changement climatique peut arriver partout, et pas simplement que dans le sud ou dans la région ouest de la France. On va commencer avec vous, Julien Panchou. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Directeur de l'agence ONF Bouches-du-Rhône dans le Vaucluse, très exactement, Office national des forêts. Un mot de votre part sur ce qui se passe actuellement sur l'Aude? En ce moment, on avait tout le cocktail pour que ça puisse, pour qu'on puisse avoir un grand feu, et malheureusement, il s'est déclaré. Donc évidemment, on s'y attendait. C'était le feu qu'on attendait depuis plusieurs années, mais voilà, il est enfin arrivé. Et on s'y attendait. Malheureusement. On s'y attendait parce que les conditions d'évolution du climat sont telles que on a des sécheresses de plus en plus répétées, et puis des phénomènes un peu extrêmes. Donc là, on avait le cocktail parfait avec une sécheresse importante, de la végétation, des températures chaudes, et puis un vent important. Donc voilà, c'est ce qui a fait que il s'est déclenché et qu'il est allé aussi vite. On parle évidemment de ce que l'on peut faire. Est-ce qu'on a les moyens de faire face aux incendies? Alors avec vous, Julien Panchou, puisque vous êtes, je le rappelle, entre autres directeur ONF pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, quels sont les changements les plus notables depuis des années que vous, avec l'ONF, vous avez mis en place pour la gestion des forêts? Nous, on a une mission dans le cadre de la surveillance des massifs qui nous est confiée par l'État. Donc, c'est une mission d'intérêt général, et donc elle consiste à mettre en place des patrouilles, deux types de patrouilles. On a des patrouilles qui interviennent sur les feux naissants. Donc c'est des patrouilles qui sont armées de porteurs d'eau et qui interviennent sur les départs de feu dans des secteurs en essayant d'intervenir le plus vite possible et avant les pompiers. Donc c'est ce qui fait que
tous les feux qui éclosent ne vont pas jusqu'à un feu déclaré. C'est typiquement le mégot qui va tomber et sur lequel on va pouvoir intervenir rapidement. On a également des patrouilles de prévention et d'intervention qui permettent de rencontrer le public, donc au plus près des personnes qui sont en forêt et d'essayer de leur rappeler les bons gestes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de départ de feu. Donc ça, c'est effectivement, excusez-moi, parce que ça va trop vite que vous mettez au quotidien. Moi, quand je parlais de gestion de forêt également, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, Julien Panchaud, mais c'est est-ce qu'on doit réinventer, repenser la forêt, des essences différentes selon les régions, à mettre des essences peut-être un peu moins susceptibles de brûler vite, avec des plans de dessin des forêts, en y incluant de grandes allées tellement, comme ils ont fait du côté de la Gironde suite au grand feu qu'on avait découvert et qu'on avait vécu dans les Landes, où il y a des grandes allées qui sont des coupe-feux. Vous voyez ce que je veux dire? La gestion des forêts, ça peut aussi passer par là. Tout à fait. Alors l'adaptation des forêts au changement climatique, ça c'est une autre mission qui nous incombe. Et là, l'idée c'est de pouvoir adapter les plantes au climat de demain. Mais en fait, quand vous avez un grand feu qui arrive, quelle que soit l'essence, en fait la chaleur est telle que toutes les essences brûlent de la même manière. Donc il n'y a pas vraiment de choix d'essence qui serait adapté et qui permettrait de ralentir le feu. En revanche, ce que vous évoquez, c'est-à-dire le fait d'avoir des pistes bien placées, donc là c'est une habitude qu'on a déjà dans les zones sud, notamment toute la zone du pourtour méditerranéen, mais également dans les secteurs de Gironde. C'est en fait on travaille dans ce qu'on appelle les plans de massif. On analyse à l'échelle d'un massif forestier d'où peut venir le feu et qu'est-ce qu'il pourrait brûler en fonction des vents dominants, en fonction de tout ce qu'on connaît des éléments de ce massif, des pentes, etc. Et donc on définit un quadrillage constitué de pistes qui permettent aux forces de lutte, aux pompiers, d'intervenir plus facilement s'il y a un feu et de mettre en place, le cas échéant, des coupe-feux sur certains grands massifs. Ouais. Et puis le débroussaillage également, on en parle. Et là, nous aussi, on est acteurs de cela, autant dans nos jardins ou surtout quand on est en lisière comme ça de forêt et autres. Le débroussaillage, vous le faites aussi dans les forêts qui sont à risque? Tout à fait. Ça fait partie de la mission qui nous est confiée par l'État, donc la mission d'intérêt général. Donc on a des personnels de l'ONF qui entretiennent en fait ce qu'on appelle les bandes débroussaillées de sécurité ou les obligations légales de débroussaillement au bord de ces pistes et qui permettent d'entretenir 10, 15, 20, 50 mètres, 100 mètres parfois, selon les endroits, en fonction des enjeux. Ouais. Merci beaucoup Julien Panchaud d'avoir été avec nous, vous qui vous êtes le directeur de l'agence de l'Office national de forêt, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Là en ce moment, juste avant de retrouver notre deuxième invité, on est aussi en alerte rouge chez vous? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de massifs qui sont fermés. Il faut bien regarder pour cela le site de la préfecture, de la préfecture de département. Chaque département est différent et sur chaque site de la préfecture, il y a l'ensemble des éléments qui permettent de savoir si les massifs sont ouverts, si on peut y aller ou pas. Et puis les gestes, mais basiques de bon sens. Pas de mégot, on ne lance pas sa cigarette et pas de barbecue en ce moment, évidemment. Bon, merci beaucoup, Julien Panchaud. J'ajouterai à ça, je vous remercie aussi, mais j'ajouterai à ça deux autres éléments. C'est vraiment de bien réaliser les obligations légales de débroussaillement lorsqu'on y est soumis autour de sa maison. Et j'ajouterai aussi à ça le fait de pas faire de travaux à risque. Donc ça peut être de disqueuses, ça peut être aussi des débroussailleuses dans les jours où c'est interdit. Oui, et ça, pour ça, il faut regarder le site de la préfecture. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on continue d'ailleurs de parler des bons gestes à adopter chez soi. On accueille tout de suite Marie-Pierre Jeanvrin qui est avec nous. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour. Responsable prévention Bonjour à à tous. Massif, que je connais bien par ailleurs. Voilà, je voudrais qu'on parle vraiment des bons gestes à adapter chez soi. Donc tout ce qui est débroussaillage, on vient d'en parler, les aiguilles de pin, allez-y, parce que là on est vraiment sur le pratico-pratique et on peut le répéter. Oui, alors nous, à la Massif, on conseille un certain nombre de choses. Bien sûr, avant le feu, c'est d'anticiper. Donc, ce qu'on rappelle souvent, alors là, Monsieur Planchon l'a rappelé, c'est d'être à l'écoute des consignes des autorités, notamment des préfectures, bien sûr, et d'être vigilant en cas d'alerte. Mais c'est de se tenir prêt à tout moment. Donc, ça veut dire quoi? En tant que assureur, nous, on insiste aussi sur le fait de prendre des photos de ses biens, de son mobilier. Et c'est après, ce qui a été rappelé là, c'est d'entretenir régulièrement les alentours, son jardin, donc débroussailler bien sûr, nettoyer régulièrement aussi la façade de sa maison, la toiture, les gouttières, ça c'est des éléments importants. S'assurer aussi qu'on n'a pas des combustibles dans le jardin, on va les ranger. Vous voyez, le gaz, le fioul, le bois, on n'entasse pas ça n'importe où. Et puis c'est d'éliminer bien sûr les potentiels déclencheurs de feu, tout ce qui va être, vous l'avez dit, les mégots, mais il y a aussi les morceaux de verre, les restes de travaux de bricolage. On évitera bien sûr le barbecue, tout ce qui est travaux de type disqueuse comme vous l'avez dit. Et puis de prévoir, alors nous on le rappelle aussi, de prévoir des zones d'arrivée d'eau autour de sa maison. Ça c'est important aussi, des tuyaux d'arrosage, des points d'eau à chaque pignon de sa maison. Ça c'est des éléments assez importants. Donc on va être assez vigilants, nous en tant que Massif, à avoir cette culture du risque. Madame Pantel le rappelait tout à l'heure, c'est vraiment de préparer la population désormais. On va plus pouvoir, il va falloir se préparer à affronter ces nouveaux aléas. Voilà, on est vraiment de plus en plus conscient de tout cela, et partout dans toutes les régions, on va rajouter qu'il ne faut pas hésiter à laisser les portails ouverts. Comme ça, si les pompiers ont besoin d'accéder, bim, il n'y a pas de clé là. Couper le gaz et l'électricité en cas d'évacuation, ça c'est important également. Et puis, je voudrais quand même, moi, vous poser une autre question, parce que ça va très très vite ce matin. La Massif, c'est une assurance évidemment qu'on connaît bien, une mutuelle d'assurance. Il va y avoir tellement de choses qui vont changer. Le coût de cet incendie dans l'Aude est tellement énormissime. Comment vous, les assurances, vous allez pouvoir gérer ça? Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est toute l'importance de la solidarité. Là, on va voir, on va voir tout ça. Moi, je vais vous parler en tant que préventrice. Donc, nous, on prépare les populations sur les territoires avec un certain nombre d'enjeux et d'actions de sensibilisation. Et ça, il va falloir que nous, et on est au niveau de France Assureur, on prépare effectivement les populations à tout cela et à comment on va pouvoir demain endosser tous ces risques-là, effectivement. Il y a une chose, alors là on a parlé d'anticipation sur la prévention, mais c'est après quand on est confronté à l'arrivée du feu, il y a beaucoup de choses à connaître. Là on l'a rappelé avec Monsieur Planchon, c'est qu'il faut suivre les consignes des autorités. Si les autorités vous disent de rester dans votre maison, vous restez dans votre maison. Si on vous dit d'évacuer, vous partez. Vous ne vous posez pas la question, là encore, ça a été dramatique. Oui, tout à fait. Et malheureusement. Et un autre conseil pour conclure? Et si on vous dit de rester dans votre maison, pensez à tout ce qui va être zone de refuge. Donc une pièce d'eau, là pour le coup, ça va être de fermer vos portes, fermer les vitres, fermer les volets, mettre des linges humides autour des vitres, autour des portes, parce qu'il y a aussi les fumées qui vont être toxiques, et d'avoir des linges humides aussi à portée de main pour, si malheureusement les fumées arrivent, etc., que vous puissiez vous les mettre sur la bouche, sur le nez, pour ne pas respirer toutes ces fumées. Et puis bien sûr d'avoir une radio à proximité pour suivre les consignes des autorités. Tout à fait. Merci beaucoup Marie-Pierre Jeanvrin, responsable prévention de la Massif, qui était avec nous sur Sud Radio pour les bons conseils. Et voilà, tout le monde est solidaire aussi, y compris à l'antenne de Sud Radio, pour essayer de partager au maximum les bonnes informations. Bonne journée à vous Marie-Pierre Jeanvrin. Merci d'avoir été avec nous.